d'infraction. Hein. Voilà, il n'y a pas Et d'infraction. au final, je me retrouve dans le tribunal correctionnel avec des infractions qu'ils ont fabriquées eux-mêmes, quoi. Pour outrage, dénonciation mensongère. Je les ai enregistrés pendant qu'ils me violentaient. Oui, un casque de moto sur la tête, oui. Ah bon? Oui, en le poussant parce qu'il était trop petit, on les entend le dire. C'est-à-dire qu'ils ont failli me péter les cervicales, en gros. Mais pourquoi mettre un casque? Ah bah parce qu'ils m'ont tapé avant. Donc. Mais c'est quoi le casque est trop petit? S'il vous plaît, salope. Tu vas t'arriver, toi? Attention, fais pas de bêtises, hein. Non, c'est sinon le casque est... Hein? Putain l'œil. Donc comme j'avais des hématomes, il fallait pouvoir dire au médecin après, elle se tapait toute seule. Donc à ce moment-là, on met un casque sur la personne et on dit au médecin, ah mais elle s'est fait ça toute seule. Ah, il ne m'avait pas fouillé comme je n'étais pas en garde à vue. Et je les enregistrais. J'ai droit à écouter vous avez violé tous les droits. J'ai pas appelé mon avocat. C'est une preuve, mais pas en France, puisque Ah bon? le procureur s'est assis dessus. Il m'a mis en garde à vue, moi, après ça, pour dénonciation mensongère, etc., alors qu'il y a les preuves. Alors je voudrais savoir, j'attends avec impatience comment le procureur de la République va justifier le fait qu'il a des preuves enregistrées, où on me traite de salope, où on me met un casque sur la tête, etc., sans garde à vue, quand on m'entend réclamer mes droits à l'avocat, etc., et on me crie dessus que je suis pas en garde à vue, donc j'ai aucun droit. Non, Et oui, c'est l'inverse de ça. Là. Et tout ça, ces enregistrements existent, ont été mis à la plainte, etc., et à l'IGPN également. Et donc, à la place de mettre en garde à vue ces policiers, donc violents, délinquants, etc., il a classé la plainte et m'a mise moi en garde à vue en mentant à mon avocat, en nous faisant venir pour un simple outrage. Et en fait, juste après l'outrage, alors qu'il était presque 5 heures, ils m'ont mise en cellule. Mon avocat ne comprenait rien, etc. Voilà. Lui, il n'avait pas prévu de faire une garde à vue le lendemain. Il avait un procès important à Paris, il ne pouvait pas rester. Donc, et j'ai passé la nuit en cellule. Voilà. Et ça, c'est la perte de temps, c'est juste. C'est surtout pour m'impressionner. Mais il voulait me faire craquer. Après le lendemain, donc 3 ou 4 heures de garde d'audition. Et puis ensuite, tout l'après-midi en souricière au tribunal. Là, pendant 4 heures, j'ai attendu pour passer devant une adjointe du procureur extrêmement haineuse qui m'a dit que j'avais fait des dénonciations mensongères. Moi, j'ai rien dénoncé, c'est un enregistrement qui se dénonce lui-même, quoi. Les policiers se dénoncent eux-mêmes en mentant à SOS Médecins, en disant que je sortais d'internement psychiatrique, ce qui était totalement faux, en disant qu'elle lui demande alors, mais elle est quoi, en garde à vue ou pas? C'est une procédure mixte. Et tout ça, on entend sur les enregistrements. Et il refuse de prendre cette pièce. Ah bah, bien sûr. Peut-être plus grave, ils vont dire qu'elle a été fabriquée. Non? Ah bah oui, bien sûr, c'est un faux, c'est une atteinte à la vie privée des... ils sont au boulot. Voilà, non. Ils transforment la victime en coupable, de manière à couvrir les policiers, je parle du procureur. Comme ça, les policiers se constituent partie civile, et on se retrouve, moi, être au tribunal correctionnel à encourir 1 an d'emprisonnement. Soit la plainte, elle est suivie, soit la plainte elle est classée. C'est un délit. Et là maintenant, il y a la troisième voie, c'est que la plainte peut se devenir un délit. Voilà, c'est exactement ça. Non, mais c'est totalement alors, illégal. est-ce que c'est ça que ça devient? Est-ce que ça a déjà été... Ah mais je crois que non, je crois que c'est une première. Là. C'est une première. Oui, mais c'est un petit peu réservé à moi quand même. Hein. Youtubeuse, près de 22 000 abonnés. J'ai mis quelques enregistrements sur YouTube quand même, parce que étant donné que j'arrivais pas... Depuis début janvier quand même, hein, j'arrivais pas... Ils continuaient à me convoquer, et me convoquer. Mais... Et je dis, je viendrai pas. Et là, elle passe le téléphone à un flic qui me dit, qui commence à... De toute façon, on va venir te chercher pour un petit motif médical. Ah ouais? Ah bah j'ai pas mis 5 minutes à m'enfuir de chez moi. Voilà, j'ai tellement eu peur. Parce que bon, c'est d'internement quoi, en gros. Donc je suis partie en Angleterre, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a fait un parcours initiatique, c'est très bien. Je ne vais pas remercier la police, mais finalement, voilà. Il n'y a pas ce niveau de violence policière en Angleterre, il n'y a pas ce niveau de... Non, on est vu à l'extérieur, en Angleterre et dans tous les pays, j'ai eu plein de retours de pays européens. On est vu comme le pays le plus corrompu d'Europe quand même. Il n'y a qu'en France qu'on ne le sait pas, mais tous les pays européens nous considèrent comme le pays le plus corrompu, à cause des francs-maçons. Tout le monde le sait, hein, c'est pas...
Je pense pas que ça fasse une grande attractivité ni pour les entreprises ni pour quoi que ce soit. Là, on en arrive à un point où quand même on renverse le système pénal en entier contre la victime, alors qu'il y a des preuves incontestables. Alors ça, c'est extrêmement grave. Je pense que ça n'est jamais arrivé que quelqu'un enregistre des violences policières à l'intérieur d'un commissariat. Déjà, ils sont déjà assez, excusez-moi, assez incompétents pour ne pas m'avoir fouillé. J'étais donc pas en garde à vue, j'étais bien libre, et pourtant en détention. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans leur système. Macron parle de la Turquie, parle de ceci, cela. Ce qui s'est passé au commissariat de Limoges, c'est quoi je vois pas comment en garde à vue on peut avoir des droits et quand on est libre on n'en a aucun. Et on se retrouve quand même en détention. Donc, puis alors ce comportement-là, vouloir couvrir un procureur qui en est... C'est quand même un magistrat quand même. Hein. Donc il mérite plus en France d'être tous qualifiés de magistrats. Le parquet est à la botte du ministre de la Justice, de la ministre de la Justice. Et en fait, n'est que le chef de la police, donc n'a rien à être, n'a pas à être magistrat, il n'est pas impartial. Moi, me mettre en garde à vue, mais de la manière la plus odieuse possible, en me privant de mon avocat, en essayant de me faire craquer, en me laissant des heures dans la souricière du tribunal, quand même, où il n'y a rien, quoi, c'est 4 murs, et pendant 4 heures, j'ai tenu comme ça. Mais je suis quand même arrivée devant le soir à 8h, à 20h, devant l'adjointe du procureur. Voilà, je l'ai bien regardé droit dans les yeux et je lui ai bien dit ce qu'elle était en train de faire tout de même. Et donc j'ai été collée en contrôle judiciaire. Figurez-vous que je vais pointer une fois par semaine au commissariat. Ah bon, c'est ça quoi. C'est-à-dire que là où j'étais agressée et que eux sont devenus mes victimes. Je n'ai pas le droit de les approcher. Alors je vais pointer, mais je n'ai pas le droit de les approcher. Eux sont pas contents parce qu'ils me voient toutes les semaines et moi j'ai le sourire jusque là. S'ils reportent l'audience, normalement, selon mon avocat, ils sont obligés de faire tomber le contrôle judiciaire. On va bien voir. Mais non, mais c'est formidable ça quoi. Et donc, mais ce truc-là, complètement, je n'ai pas le droit d'approcher mes victimes. Alors que c'est eux qui m'ont tabassé. Des hommes? Ah non, il y a des femmes aussi. Ah, il y a des femmes. Parce que c'était des hommes, c'était l'occasion d'en parler à Madame Schiappa, la grande défense. Ah non, mais il y avait 2 femmes qui ont bien participé. Je sais pas, parce que si vous voulez, moi j'avais la tête un peu sur les genoux, les menottes serrées qui me faisaient extrêmement mal, et puis on était en train d'essayer de me pousser un casque trop petit pour ma tête. Donc je voyais pas ce qu'il y avait autour de moi. Je voyais pas les gens. Hein. Je voyais des pieds, mais en fait j'étais tout simplement uniquement parce que la raison c'est que je m'étais levée du banc où j'étais depuis 1 heure, en me demandant ce que je faisais là. Donc, et que je m'étais approchée de la porte parce que je marchais comme ça là. Je me dégourdais et elle m'a hurlé dessus de m'enlever d'à côté de la porte. Je dis comment ça? Oui, enlevez-vous de la porte vitrée, etc. Vous de la porte, etc. Mais je dis, en plus, ce qui est drôle, c'est que je me sentais en détention. Je dis mais je suis pas débile, je vais pas m'enfuir alors que j'étais libre. J'aurais très bien pu ouvrir la porte et partir. Il fallait faire ça. Et... Mais non, mais moi j'obéis la loi. Moi, si on me dit, un policier me dit vous restez là, je reste là. Par contre, elle m'ordonne de m'asseoir. Je voyais pas pourquoi j'allais m'asseoir. J'étais libre encore. Je comprenais pas pourquoi elle me faisait attendre et m'obligeait à m'asseoir. Et donc là, j'ai recommencé à demander mes droits. Mon avocat, etc. Non, vous n'êtes pas en garde à vue, non plus. À force, ça leur a cassé les bonbons, je pense. Et ils ont décidé de me violenter, de me coller en cellule parce que je les dérangeais. Tout simplement. Je pense que c'était pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ah non, le casque, j'ai bien regardé une fois qu'il m'a été... Parce que le médecin, ce médecin, il a compris la bavure quand même. Quand il l'a vu à l'intérieur, parce que lui, il s'attendait à voir une folle furieuse qui sortait de l'hôpital psychiatrique. Et il a vu quelqu'un qui était calme avec un casque sur la tête et juste je pleurais. Donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'on leur avait décrit et qu'on entend sur l'enregistrement. Tout de suite, évidemment, il a vu la bavure, il m'a fait sortir. On est allé, donc j'ai récupéré mes affaires, etc. Mais moi j'ai regardé ce qu'il faisait du casque. Hop, reposé sur l'étagère. C'est-à-dire qu'il a déjà servi et il a resservi entre-temps. Là, à mon avis, il n'y est plus, depuis que j'ai porté plainte. 7 fois, et c'est pour ça d'ailleurs. Et je l'ai mis sur YouTube à l'intention de Castaner. Un extrait, à l'intention de Castaner. Et alors ça, ils ne l'ont pas pardonné parce qu'ils me l'ont dit dans l'audition. Et alors? Il n'a jamais vu, parce que M. Castaner, notre ministre de l'Intérieur, nous a dit à plusieurs reprises, j'ai jamais vu de policiers, de gendarmes violenter des gilets jaunes ou des citoyens. Et moi j'ai fait un appel à M. Castaner en disant regardez, ici il y en a. Voilà.
Et ils me l'ont reproché, et puis ça, ils me l'ont reproché, bien entendu. En audition, ils me l'ont reproché quand même. Ils m'ont reproché de les avoir dénoncés à l'IGPN. C'est pas un délit là ce que vous avez fait, voilà, etc., etc. Et finalement, c'est moi qui me retrouve quand même demain, enfin pas demain a priori, mais au tribunal correctionnel risquant un an d'emprisonnement. C'est même pas une amende, c'est 1 an d'emprisonnement. Pour quel motif? Eh bien, dénonciation mensongère. Alors comment peut-on dire dénonciation mensongère quand il y a des enregistrements où on entend les gens, leur nom, on entend tout, quoi. On entend tout. Donc c'est impossible. Donc de toute façon même, je ne devrais même pas légalement passer devant le tribunal. Il a même pas le droit, parce que pour ça, il faut avoir des raisons, selon le code de procédure pénale, des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction. Aucune raison plausible, il y a des enregistrements, simplement, il fait semblant de ne pas les voir. J'ai pas dénoncé, c'est l'enregistrement qui... Non, mais c'est toi qui as donné l'enregistrement. Ah oui, mais c'est pas ça dénoncer. La dénonciation mensongère, c'est dire des mensonges, mais je veux dire, j'ai rien dénoncé, puisqu'ils se dénoncent eux-mêmes en me battant sur l'enregistrement. C'est l'enregistrement qui les dénonce. C'est même pire que ça, je veux dire, j'ai même pas eu à le formuler, l'enregistrement les dénonce. Ils attaquent l'enregistrement. Bah, le mensonge, c'est de nous avoir fait venir et de lui avoir dit de venir à 14h30, sachant très bien qu'il y avait une première audition sur un outrage, et qu'après, il enchaînait sur une vraie garde à vue. Sur tout ça, là. Et il a fait en sorte que mon avocat n'ait pas le temps, puisqu'il connaissait son emploi du temps. Il pouvait le faire venir à 8h du matin. Non, il lui a dit le plus tard possible, à 14h30, quoi. Hein, comme ça, eh ben, à 17h, il était pas d'audition. Parce que c'est des fonctionnaires, hein, ces messieurs, c'est pas les gendarmes. Hein. Pas d'audition. Voilà, on ferme boutique. Mon avocat avait il savait, le procureur, parce qu'il l'avait eu au téléphone, qu'il avait une affaire importante à Paris, il ne pouvait pas rester. Ben voilà, c'était simple. Il suffisait de faire durer jusqu'à 5h. Comme ça, on m'auditionne le lendemain, sans mon avocat. C'est une manœuvre de voyou. Moi, je suis désolée. Je dis clairement. C'est une manœuvre de voyou. Et de macroniste, quoi. De macroniste. Voilà. Donc les réquisitions sont déjà connues. Les réquisitions du procureur sont déjà connues. Et que, parce que j'ai quand même des sources, comme quoi je vais être condamnée, bien entendu. C'est déjà écrit. Comme le contrôle judiciaire était déjà écrit. Tout ça est déjà écrit. Oui, sauf que là, en fait. c'est passé un événement une semaine avant, c'est la mort de Cédric. C'est-à-dire, Cédric, c'est un livreur de pizza en scooter qui, à Paris, a fait l'objet d'un contrôle de permis ou quelque chose comme ça par la police, qui l'a violenté, mis à terre, lui a écrasé le larynx, et ils se sont assis dessus, ils l'ont étouffé, quoi. Voilà, et il est mort. Il m'est arrivé exactement la même chose qu'à Cédric, mais dans le commissariat. Et alors ça, comment un procureur pourrait expliquer que ce soit moi qui sois devant le tribunal correctionnel et pas les policiers, c'est un peu délicat là quand même. Exactement. Le procureur Denis Skiman, le procureur de Marseille qui est accusé par la famille de Zineb Redouane et l'avocat Maître Bouzrou de mentir, d'avoir menti sur les conditions dans lesquelles Zineb Redouane est morte, sur les conditions de l'autopsie, etc. Le fils de Zineb Redouane a fait refaire l'autopsie en Algérie, et les conclusions sont complètement différentes. Complètement différentes. Si ça va faire jurisprudence, si je suis condamnée, toute personne qui dénoncera à l'IGPN, toute personne qui dénoncera les policiers se retrouvera devant un tribunal correctionnel. Pourquoi vouloir interdire aux gens de les filmer? C'est parce qu'ils commettent des violences policières. Ils ont des choses à cacher. Un policier qui n'a rien à cacher, il n'a pas de problème à se faire filmer. Et il n'y a aucun policier qui a été condamné pour quoi que ce soit. Hein. Ils ont crevé des yeux, ils ont gazé les gens pendant... Ah, ils ont respecté les ordres. Voilà, mais aucun policier, 3000 gilets jaunes condamnés, 3000, dont un tiers a des peines d'emprisonnement. Vous savez ce qu'ils ont fait, Vinci? Après, ils ont chargé, parce que c'est des abonnés qui passent à Vinci, ils ont chargé le montant du péage. Donc en plus, ils n'ont rien perdu. Ils ont pris les plaques, et ils ont chargé, parce qu'ils ont des caméras partout. Donc ils ont contacté, et ça ils n'avaient pas le droit de le faire, je suis désolée. Seule la police a accès au fichier d'immatriculation, je le sais parce que j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. Vinci a eu accès au fichier des immatriculations et a envoyé le paiement, la facture aux gens qui sont passés au péage
avec les barrières ouvertes. Donc ça, personne ne le sait pratiquement. Donne des leçons à Poutine. Poutine a un petit peu remis en place. On rigole de lui. Oui, voilà. Ah, mais tout le monde rigole de lui à l'extérieur. Mais le problème, c'est que nous, on est obligés de voir qu'il détruit le pays et les gens, quoi. Depuis les Quand médias, il a quand même lâché des chiens d'attaque sur des jeunes à la fête de la musique. Steve est tombé, ils ont tué Steve. La Macronie, c'est ça, c'est en bas contre-courant, vous voyez. Et voilà, c'est en marche dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que le commandant de police, il a été muté et placardisé, hein. Mais personne l'a su. Donc c'est bien que l'ordre qu'il avait donné était illégal. Et c'était Mais l'IGPN, on cache. Emmanuel Macron a détourné la police de sa fonction première, qui est de servir la population et de la protéger. Elle n'est pas là pour protéger l'ordre public d'Emmanuel Macron, elle est là pour protéger. J'ai été gendarme, je sais ce que c'est d'être gendarme, et c'est pour protéger la population, c'est pas pour se retourner contre elle, parce que Emmanuel Macron a décidé que sa politique était plus importante et que ça faisait des ordres dans les rues de Paris. Voilà. Je crois que la violence est arrivée dans la rue, oui, mais par la BAC et par les CRS. La violence est arrivée dans la rue, comme ça. Oh, dans mon pays, la violence est arrivée dans la rue, oui, voilà, par la police, qui est considérée par les Français, par une milice, comme une milice. Je veux dire, il n'y aura aucun pardon. Ils peuvent faire, même s'ils se retournent maintenant, il n'y aura aucun pardon en réalité. Tout le monde le sait, c'est allé beaucoup trop loin. Après la mort de Steve, c'était fini. La mort de Steve avec des chiens d'attaque, etc. Déjà la mort de Zineb, j'essaie de toujours les citer, la mort de Cédric, Maëva et tous ceux qui ont été très gravement blessés, par les yeux, le LBD, le professeur. Ils ont recommandé encore en plus. Voilà. Le professeur Laurent Tinès, que vous connaissez, a bien parlé de blessures de guerre, avec le cerveau complètement abîmé. Une revue médicale qui a fait une étude dans les CHU français, les services d'ophtalmologie ayant reçu les blessures des LBD. Hein. Donc c'est même pas la France qui est capable de mener cette enquête médicale, quand même, franchement. Hein. Donc là déjà, dans nos CHU, donc, et la moyenne d'âge de ceux qui ont été blessés par LBD, mais blessés gravement, là on parle vraiment des blessés graves, 26 ans la moyenne d'âge. Donc on a bousillé des générations. Voilà, et ça veut dire qu'on a visé des jeunes. Ouais. On n'a pas visé des black blocs, et je ne souhaite pas qu'on vise des black blocs. Hein. Ils défendent les gilets jaunes la plupart du temps. Hein. Voilà, et ils ont visé des jeunes. Et moi je dirais qu'ils l'ont fait exprès, on le sait. Ils l'ont fait exprès, ils ont visé des jeunes pacifiques de manière à intimider la population, etc. Une jeune fille qui a perdu un œil, etc. Enfin, c'est abominable. Rien que la moyenne d'âge, on sait très bien que c'est pas ceux-là qui étaient les plus dangereux. Moi, je n'ai jamais vu à la télévision la police se faire attaquer. Bien sûr. Donc, ils se défendent avec LBD. Absolument. Non, absolument. C'est eux qui viennent. Exactement. Attaquer et ils les piègent parce que. Donc ils devraient changer la lettre. Donc ça ne devrait pas être des LBD. Mais ça veut dire que c'est pas de la légitime défense. Ils les entourent en les empêchant de repartir. Et là, ils les canardent au LBD. Donc on va pas me dire que c'est de la légitime défense. Voilà, ils les canardent au LBD. Donc, et je rappelle aussi. Oui, et puis ils s'amusent. On les entend s'amuser, on les entend comme dans les jeux vidéo. Il y en a qui avait dit paf à voter. Oui, voilà, exactement. Sur des gens complètement inoffensifs. C'est criminel de faire ça. C'est même pas, c'est criminel. Imaginez un gilet jaune qui va tous les samedis, qui se prend ça. Il se fait gazer. Ça vous rappelle rien, franchement, pendant un an. Il se fait gazer pendant un an. Ça reste. Ouais, ça reste. Mais le mot gazer, pour moi, ça me fait penser à certaines. Il y a des relents, vous voyez, des volontés de. Voilà. Dans d'autres pays, en gazant les gens, on a causé des génocides. Voilà. Là, c'est sur un an, tous les samedis, je me dis quand même, on gaze les gens tous les samedis et ça ne dérange personne. Moi, je trouve que là, effectivement, pour moi, de toute façon, dès le départ, c'est crime contre l'humanité et c'est crime de guerre. Et on verra dans 10 ans dans quel état les gens qui ont été gazés seront, y compris les policiers. Moi, je suis désolée, hein. On a beau dire ce qu'on veut, à qui il s'est attaqué en premier, aux handicapés, aux malades, aux vieux, entre guillemets, c'est pas une expression. Il s'est attaqué à toutes les personnes considérées effectivement comme les nazis, comme improductives.
Moi, je suis désolée, c'est des faits. Et ils ont enlevé les allocations des enfants handicapés, quoi. Vous savez, les véhicules qui venaient les chercher, quoi, pour aller à l'école, etc. Ils ont enlevé tout ça, là. Pour Macron, les parasites, c'est les gilets jaunes. Attends, on pourrait dire que c'est les vrais Français. Voilà, ou c'est les riens. Il appelle ça les gens qui ne sont rien. Ils sont rien, oui. Mais le problème, c'est que... Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Voilà. Ça, Mais une fois qu'on a taxé tous ces gens-là, qu'on leur a enlevé toutes leurs allocs, c'est ce que j'ai dit avant, mais après il ne va pas s'arrêter. Hein. Donc au fur et à mesure, il monte la classe moyenne, et ensuite, etc. Et là, on se retrouve effectivement avec les professions libérales attaquées, etc. Mais tout le monde y va y passe. perdre, sauf les ultra-riches. Tout le monde y passe, effectivement, sauf ceux qui le payent. Ils ont réussi à éborgner des pompiers. C'est-à-dire les gens qui nous sauvent la vie. Hein, ils éborgnent des pompiers. Ils se battent avec des pompiers. Ils en viennent aux mains avec des pompiers. Enfin, moi déjà, c'est une situation complètement... à un moment donné, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de pardon. Vous imaginez bien que ça, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose de... Et on est dans une situation, ce que j'ai dit dans une de mes dernières vidéos, c'est que normalement, il n'y a aucun droit, aucune loi qui s'applique. On est dans un conflit armé, en fait, contre des gens non armés, contre une population civile sans défense. C'est le peuple souverain. Effectivement, il n'est pas roi et il n'est pas monarque. Et ça, c'est une question, c'est de savoir, dans ses soutiens, réellement, combien de gens le soutiennent encore aujourd'hui? Écoutez... À part les journalistes, selon les médias, oui, effectivement, qui le soutient, c'est ceux qui sont arrosés, hein. Excusez-moi, c'est arrosés... des serviteurs. Voilà, pas arrosés de gaz lacrymo, etc., mais effectivement qui sont arrosés financièrement. Ceux qui en tirent un bénéfice. Les médias, peut-être certains syndicats, je ne sais pas, enfin, les gens qui ont intérêt à garder ce système ultralibéral complètement... qui leur apporte plus à eux que... voilà, mais un jour, il partira avec la caisse, comme je dis. Spécificité française quand même, parce qu'on peut voir que, quoi qu'on dise aux États-Unis, il est patriote, Trump. Quoi qu'on dise... Donald Trump, il travaille pour les voilà, Américains. Voilà. Et il les a... Et Poutine, c'est pareil. Il y a des tas d'endroits. En Angleterre... Poutine et Donald Trump, c'est des patriotes et des gens qui s'occupent de leur nationaux, voilà. De leur... Voilà. Nous, il nous déteste. Il déteste notre langue, il ne voit pas de culture. Il a quand même été dire en Allemagne que la langue française, qui est la plus belle du monde, autant le dire, excusez-moi, mais c'est la plus belle du monde, qu'elle ne lui apportait plus rien. La langue germanique lui apportait beaucoup plus. Voilà, donc bon. Déjà, en plus, là, il y a des relents aussi qui ne nous plaisent pas beaucoup. Il est allé dire à l'étranger aussi qu'il ne connaissait pas la culture française. Il n'y avait pas de culture française. Le Gaulois réfractaire. Alors ça jusqu'aux États-Unis, personne n'a compris ce qu'il avait dit là. La culture française est certainement la plus connue au monde. Bien sûr. Je crois. Voilà, il a été dire, bon, évidemment qu'on était des feignants, des cyniques, etc. Il déteste le peuple français. Voilà, des Gaulois réfractaires. Pourquoi nous a-t-il appelés Gaulois d'ailleurs? Voilà. Donc il nous déteste. Pour lui d'ailleurs, il n'y a plus de nation, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il aime en fait dans son monde? Qu'est-ce qu'il oui. Il n'aime pas les Français, ça c'est sûr. Voilà. Et, je ne sais pas, il aime l'argent, hein, il aime mépriser les gens, voilà, il s'aime beaucoup peut-être. Il s'aime beaucoup, il aurait aimé être le roi un peu de l'Europe, mais il s'est cramé. Non, il restera comme celui qui a fait s'écrouler non seulement la France, mais je pense ce qui est censé arriver, leur nouvel ordre mondial, etc. C'est le maillon faible de leur truc. Oui. Ils ont été mettre quelqu'un qui va tout faire s'écrouler. Donc finalement, c'est une chance, parce qu'il est tellement endoctriné, il va tellement trop vite, il est tellement extrême. Je pense que oui. Je pense que là, ils se sont même Attali et compagnie, ils se sont trompés, quoi. Ils ont pas vu arriver le truc. Et je pense que ce gars-là sera finalement, c'est un peu le Pierre Richard du nouvel ordre mondial. Ça c'est de bonne réponse. C'est ça, il va faire s'écrouler le truc sur pilotique et le nouvel ordre mondial. Si les États-Unis commencent à nettoyer la vermine, vous pouvez être sûr qu'en France, ça va être nettoyé aussi. Ça n'y échappera. La France n'y échappera pas. C'est un problème mental déjà que de faire du satanisme, des choses comme ça. Il faut déjà avoir un problème de psychopathie
assez élevé, quoi. Hein. Donc ça, c'est des choses qui sont bien avérées. On parlait de satanisme, les gens disent, il ne faut pas en parler, nanana. Oui, mais bon, je veux dire, les gens, il faut qu'ils regardent les faits. Oui. Il n'y a pas besoin de faire des théories. Derrière Emmanuel Macron, lorsqu'il fait ses discours à l'Élysée, on a une grande affiche de Marianne, enfin une drôle de Marianne, hein, un peu bizarre, etc. Il suffit qu'ils regardent les gens. Il dit, le satanisme, ça n'existe pas. Il regarde en dessous de Marianne, il y a un rond comme pentagramme. Ça, avec Baphomet, c'est-à-dire le diable qui apparaît dans le rond. Donc il suffit qu'ils regardent les gens pour voir que le satanisme, il est à l'Élysée. Bien sûr. Après, ils disent qu'il n'y a pas de satanisme. Bah alors, pourquoi est-ce qu'il a ça derrière lui? Oui. Moi, je dis, voilà, c'est tout. Les gens, il faut qu'ils arrêtent d'avoir les yeux complètement voilés. Ils voient la chose. Voilà. Nous, on a le même problème en Suisse, où il y a eu l'ouverture du tunnel du Gothard avec la cérémonie qui a été terrifiante. Alors, c'était pas un spectacle, c'était réellement une messe noire, où il y avait tous les hommes d'État, tous les signes étaient là. C'était une messe Baphomet, c'était très moche, abject. Ah oui, c'est immonde. Il y a eu des choses étranges. L'incendie de Notre-Dame. Qui peut croire comment du bois qui a résisté, je ne sais plus combien de centaines d'années, qui était hautement sécurisé, très difficile à brûler et personne pu n'y croit, de s'enflammer. toute façon, personne n'y croit. L'enquêteur a dit que c'était un mégot. Oui, bien sûr, un mégot. Voilà. C'était pas le moteur de Bien sûr. l'ascenseur. Ils ont parlé du moteur de l'ascenseur. Oui, mais même n'importe quoi. Ils ont un peu essayé aussi de tourner l'objectif vers les musulmans aussi. Un petit peu quand même, hein, voilà. Donc, voilà, mais il a beaucoup essayé, Emmanuel Macron, là, notamment en deuxième semestre 2019, de focaliser sur le voile islamique, sur l'hydre islamiste. C'est quand même quelqu'un qui est allé dire devant tout le monde, c'est-à-dire la France entière, donc avec toutes sortes de personnes. Il est allé demander aux gens, il a dit en gros, nous, tout seul on ne peut pas y arriver, l'administration ne peut pas arriver à lutter contre l'islamisme intégriste, quoi, l'islamisme en fait. Il a dit, levez-vous, je demande aux gens en fait de se lever pour lutter, pour combattre l'hydre islamiste. Alors là franchement il faut le faire, parce que nous, il traite tout le monde d'islamophobe, etc. Et lui, il dit de se lever. Donc en fait, il dit les gens, en gros, de prendre les armes contre les musulmans. Enfin, pour moi, ça voulait dire ça. C'est pas moi qui dis psychopathe, c'est un psychiatre italien, dont vous avez certainement vu la vidéo, qui dit qu'il est un psychopathe. Moi, je ne suis pas médecin. Dans le rôle du faux Pierre Richard, c'est Trump. Parce que lui, il arrive avec ses gros sabots, et puis après, il recule. Donc je pense qu'il est beaucoup plus malin qu'on pense à faire passer pour le gars qui connaît rien. De toute façon, bon, on peut être sûr de rien, parce que les médias, c'est un génie, hein, voilà, simplement. Hein. Les médias disent n'importe quoi, on ne peut plus les croire. Hein. Ils n'avaient déjà pas prévu sa réaction, ça devait être absolument Clinton. Ah il y en a eu des Troisième Guerre mondiale, hein. Ça c'est marrant, mais voilà. Elle n'est jamais arrivée. Elle n'est jamais arrivée. Quand il a dit qu'il a insulté l'autre au Corée du Nord, ça y est, ces trucs. Et finalement, on se dit que, parce qu'il y va avec ses gros souliers, c'est tellement gros que les gens disent, oh là là, non, on va reculer. Oui, et c'est sacré cette stratégie. Bah oui. Et c'est quand même l'homme le plus fort du monde, il a réussi à faire se réunifier les deux Corées. Ouais. Pour moi, c'est formidable. Et il faut attaquer l'Iran. C'était prévu. Qui a dit? Ceux que ça rend service. L'État profond américain et israélien. Israël, voilà. Alors on va tout de suite préciser les choses. Je pense pas que Trump... Pas les juifs. Ceux qui sont dans une doctrine spéciale sioniste. C'est des sionistes. On peut pas confondre les juifs et les sionistes. On est bien d'accord. Alors là, on est bien d'accord, absolument. Absolument. Il n'y a pas besoin d'être juif pour ça. Non, c'est une idéologie, le sionisme. C'est une idéologie, et bien entendu, ça n'a absolument rien à voir avec les juifs. Les juifs, c'est une religion, ça n'a rien à voir. Le sionisme, c'est une idéologie politique. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il voulait créer en France, Macron, un délit. Finkielkraut avait été plus ou moins insulté. Allez, ça y est, on va faire un délit pour pas qu'on critique le sionisme. Non mais franchement, mais on était à deux doigts que ça arrive quand même. As-tu vu un spectacle de Dieudonné? Connais-tu Dieudonné? Qu'est-ce que tu Oui, je connais Dieudonné, je n'ai pas vu de spectacle de Dieudonné.
Bon, moi, ça fait pas très très longtemps, ça doit faire 2 ans, enfin depuis que je me suis pris les violences policières sur mon lieu de travail grâce à mon patron harceleur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé moi à me débrancher de la matrice, comme ils disent, c'est à me déconditionner, ça m'a... Voilà, donc effectivement, avant, je me méfiais de Dieudonné, je savais pas trop, et j'ai jamais porté de jugement sur Dieudonné. Quelqu'un qui est persécuté comme lui, dont les spectacles sont boycottés, etc. Non, bien entendu, Dieudonné est un résistant comme un autre. Voilà. Après, il y a toute une myriade de formes de résistance en France, et on n'est pas tous sur le même domaine, etc. Et franchement, quand on voit ce qu'il y a en face, que ce soit Dieudonné, Verdi que j'adore, ou moi, plein d'autres gens, etc. Petit Demange, qui a d'autres, Mika, l'ami dans la caverne, enfin tout le monde, Éric Perrou, je peux pas tous les citer, mais quand on voit ce qu'on a en face, on va pas les critiquer les uns les autres. Hein. L'hydre, elle est pas islamiste. Hein. L'hydre, elle est bien devant nous. Quand même, hein. À 60 têtes, j'en sais rien, mais elle est bien devant nous et elle est bien identifiée. Et donc je pense que Dieudonné, de ce point de vue, il a mon soutien. Enfin, moi, je suis attachée à la liberté d'expression. Enfin, je veux dire, je ne vois pas. Surtout un humoriste, je crois que le rire est la seule chose qu'on doit protéger en France. C'est le rire en premier, quoi. Et puis, si on repense ce qui a été fait il y a 30 ans, des proches, Coluche... Oh là là, mais des proches, c'est les gens en prison et on couper la tête, oui, voilà, bien sûr. Quand on entend des proches, mais alors... même moi, j'ai honte, quoi. Certaines fois. Mais pourtant, c'est la liberté d'expression. C'est ce qui a fait notre pays, normalement, aussi. Enfin, bon, quand on voit qu'il y avait des proches, Coluche, tout ce qu'il disait... il y avait de la liberté d'expression, je suis désolée, elle existait quand même. Pour moi, ça date vraiment de Macron, quoi. La liberté d'expression, pour moi, c'est celle qu'ont les gilets jaunes de marcher et de manifester contre la politique de Macron. Ça, c'est de la liberté d'expression. Donc à partir du moment où on crève les yeux de gens qui expriment leur liberté constitutionnelle de manifester, d'exprimer leur opinion, etc., il en est terminé la liberté d'expression. Donc oui, c'est Emmanuel Macron qui a mis fin à ces libertés-là. Bien entendu, c'est Emmanuel Macron qui met en place une dictature. Évidemment, une dictature de tout. Il est en train de vouloir mettre la main sur la presse. Il veut contrôler la presse. Il ne supporte pas les réseaux sociaux non plus, parce qu'il voit lui échapper... Mais ils ont fait des lois. C'est ça qui est fou, la loi VA, la loi soi-disant anti-haine, mais c'est juste pour contrôler. Mais bien sûr, elle servira de sensation. Il ne supporte pas les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas de contrôle dessus. On décide de violer la loi, de mentir, etc. Et tout va bien, il ne se passe rien. Moi, c'est exactement mon procès, c'est ça. Hein. Mais ce qui les gêne, vous voyez, c'est pas... et ce qu'on m'a reproché, c'est pas... On m'a dit, vous n'avez pas porté atteinte à leur réputation en portant l'affaire à l'IGPN et puis parfois sur YouTube, etc. Et moi de répondre, bien entendu, non, ce qui a entaché leur réputation, c'est de m'avoir tabassé. C'est ça la différence. Mais eux, ces policiers, ils n'ont même pas conscience. C'est-à-dire que eux, ce qui les gêne, c'est que tout le monde le sache. C'est pas de tabasser les gens. Tabasser les gens, c'est ce qu'ils font tous les jours, manifestement. Parce que sinon, ils prendraient conscience de leur faute. Lorsqu'on était allé à Toulon avec l'affaire du commandant Andrieux, qui avait boxé devant plein de témoins, les gens, et ce sont les gens qui ont été tabassés par terre, qui se sont retrouvés en garde à vue, poursuivis en justice par 5 chefs d'inculpation, que on les a vus cet été, c'est des frères, le frère, le père. Ils sont encore terrorisés. Et on a dit, vous avez confiance? Elle a dit, non, on n'a pas confiance. Il y avait un juge d'instruction qui devait enquêter. Comme par hasard, ils l'ont mis à la retraite. Comme par hasard, oui. Retardé. Comme par hasard. Oui, mais bon, ça sent quand même le début de la fin, quoi. Le 31, lorsque les blessés ont perdu un œil, ils ont été déposés un dossier de 1000 pages. Ouais, je sais. Déjà, au niveau de l'ONU, c'est une sacrée hypocrisie. Parce que oui, on va prendre, on attend toujours. Bien sûr. On s'en doutait. Oui. Mais on s'est dit, on s'adresse. C'est là. Ils font pas, les gens prendre en conséquence. Si ça sert à rien, autant tout démolir. Oui, tout démolir peut-être. Voilà. En fait, de toute façon,
façon, ça ne mènera qu'à ça. C'est-à-dire il faudra refaire tout ça à zéro, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays en carton-pâte, avec des institutions en carton-pâte, des juges en carton-pâte, des procureurs menteurs et en carton-pâte. Et des policiers voilà, qui réalisent même pas eux-mêmes quel est leur rôle et pour qui la violence est devenue quelque chose d'ordinaire. Ils appliquent une politique qui détruit la France, comme vendre les bijoux de famille, le patrimoine, ce qui est interdit par la loi, parce que j'ai compris. Constitutionnellement, c'est interdit. Les billes, c'est les aéroports. Les aéroports. Les jeux. Ils vendent des trucs qui rapportent de l'argent. Mais oui, mais en plus, ils mentent, parce que ils font croire aux gens que l'aéroport de Paris, c'est juste les boutiques, on va vendre des boutiques. Mais non, c'est le Mais terrain. l'aéroport de Paris, ils détiennent des aéroports dans le monde entier, quoi. Ils gèrent des aéroports dans les territoires d'outre-mer, dans plein d'endroits. C'est-à-dire que c'est une manne financière qui échappe à la France, mais mais ils mentent aux Français, en leur faisant croire non, on va juste vendre l'aéroport de Paris, là, l'aéroport avec l'aérogare avec ses boutiques. C'est pas du tout ça. Ça couvre je sais pas combien d'aéroports dans le monde. La loi permet de faire selon on appelle ça un référendum. Et ils font absolument aucune publicité, parce que tout est fait. Déjà, le seuil est extrêmement élevé, il est trop élevé. C'est déjà vendu. Il y a déjà plus d'1 million, c'est déjà remarquable. Et c'est même pas pour dire non, c'est simplement pour avoir le droit de voter. Voilà. Donc c'est-à-dire on interdit aux gens. Exactement, oui. Non, mais c'est tout ça, c'est comme le grand débat national, c'est comme ça. C'est de la poudre. Ça va bien. Ah bah là, ça m'a bien fait rigoler. J'ai assisté à un de ces fameux débats en ville de Genève pour les Français de Suisse. Mais hallucinant. J'aime beaucoup les grands débats sur Emmanuel Macron. C'est 7 heures C'était de des monologue. questions. 7 heures de monologue. Mais on ne lui a jamais demandé de grands débats. Je crois que les Gilets jaunes lui ont simplement demandé de leur redonner de quoi vivre. Et lui, il répond par un grand débat, mais qui n'a rien donné. Et on ne lui demande pas de débattre. Un président de la République, c'est là pour prendre des décisions, c'est là pour gérer un pays et pas pour faire des grands débats. Les grands débats, il peut les faire tout seul. Mais quand je l'ai vu tout à l'heure à la télévision, je me suis dit c'est pas possible, quoi. Il a une espèce de gros truc blanc là. C'est moche, on voit que ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Surtout on se demande qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Et comment ça se fait qu'il ne rase pas son truc ou qu'il ne mette pas de la teinte? Pourri de l'intérieur, on a l'impression. Ouais, voilà, certains disent qu'il pourrit de l'intérieur parce que c'est vrai que amener autant de mal aux gens, c'est forcément se faire du mal à soi-même. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que moi j'ai fait une vidéo sur ce que disait le préfet de police Grimaud en mai 68, donc qui est donc l'équivalent à l'époque du préfet de l'Allemand aujourd'hui, dans le titre. Voilà. Il disait, il avait fait une lettre individuelle à chaque policier, et pourtant ça castagnait moins pendant mai 68 que maintenant. En disant, voilà, une fois que vous avez été au contact que vous avez arrêté. Vous gardez votre sang-froid, vous n'avez pas besoin de taper les manifestants à terre, ni de les taper une fois qu'ils sont arrêtés, et encore moins au poste de police. Merci le préfet Grimaud, dommage que voilà ça pas. Mais il leur a dit que de toute façon ça leur battre un manifestant, c'est se battre soi-même. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, l'Allemand dit crever la loi même. Nous ne sommes pas dans le même camp. Nous ne sommes pas dans le même camp. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que la police, elle est du camp du peuple normalement. Le fils caché d'Himmler ou je sais pas quoi, c'est ça. Je vous laisse le dire, vous êtes suisse, vous avez le droit de le dire. Il y a un air de ressemblance. Disons qu'il a la réputation aussi, il n'a pas que la ressemblance. Voilà. Il vient de Bordeaux en plus. Ah oui, bon, mais le préfet allemand, il a une grande carrière, hein, parce que je me souviens quand même qu'en 2003, lorsque Pierre Chanal a été retrouvé suicidé à la prison, hein, c'était Valenciennes, je sais plus. Et qui s'est tiré une balle c'est ça? Non, c'est une histoire de rasoir, je crois. Une histoire de rasoir. Il y avait le directeur de l'administration pénitentiaire qui est venu répondre à la presse en disant que les rasoirs, tout ça, il gérait pas tout ça. Les rasoirs qui étaient donnés aux prisonniers, notamment Pierre Chanal, etc. Qui s'était dit? C'était monsieur l'Allemand. Belle carrière ce monsieur-là, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils lèguent à leurs enfants? Rien. Ils font de leurs enfants exactement la copie conforme d'eux-mêmes.
toute façon, ces gens, c'est le néant. C'est le néant. C'est-à-dire, ils n'ont aucune valeur morale, ils n'ont que pour horizon l'argent, le pouvoir, la jalousie, l'envie, tout ce qui est les 7 péchés capitaux. Mais c'est ça, c'est les 7 péchés capitaux, tout simplement. Hein. Stupre, luxure, envie, tout ça. Et c'est vraiment des gens... c'est le pire qu'on puisse avoir à la tête en gouvernance mondiale. Regardez Édouard Philippe, moi je suis désolée, c'est le symbole. Ça s'auto-détruit, tout ça. Il est en train de... Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser? Édouard Philippe. Je ne sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux. Oui. La trilogie de Seigneur des Anneaux, où on a le personnage qui est Gollum. Au départ, c'est un personnage normal. Et puis, à l'approche de l'anneau, qui est quand même l'anneau du pouvoir, du mal, etc., il commence à se bouffer de l'intérieur, etc. Et il devient de plus en plus hideux et de plus en plus, etc. Ben voilà, moi cette histoire d'Édouard Philippe me fait penser à Gollum. Voilà. On se consume par cette absence de valeur morale et de haine de l'autre. C'est de la haine de l'autre. C'est pas possible de faire ça aux gens, quoi. Ce qu'il a à l'intérieur de lui commence à apparaître à l'extérieur de lui, c'est tout. Je vais certainement pas le plaindre. Mais parce que s'il veut, il peut arrêter à tout moment. Ce sont des gens de toute façon qui sont destinés à aller droit dans le mur. C'est pire peut-être même. J'ai l'impression qu'ils accélèrent justement. Mais ils accélèrent, mais c'est la fuite vers la fuite vers le néant, quoi. Parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça va forcément avoir Donald Trump, après s'être occupé des États-Unis, il va s'occuper du reste. Hein. Alors il n'a pas encore complètement gagné, parce qu'il y a des ennemis. Il n'a pas complètement gagné, mais il y a quand même des ennemis. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il soit réélu. Alors là, il n'y a aucun doute. Ils essayent de nous faire croire exactement comme ils nous ont fait croire qu'Hillary Clinton allait gagner. Bien entendu, il va remporter le scrutin, mais c'est tout simplement parce que ils essayent, à part le tuer, ils ont essayé de tuer, ils ont tout essayé. L'impeachment n'ira nulle part, est basé sur rien, et tout le monde le sait aux États-Unis. Enfin, voilà, en tout cas, les gens qui sont éveillés, ils le savent très bien. Et qu'en France, on croit que l'impeachment c'est quelque chose qui va mener à quelque chose. L'Iran, ça ne mènera à rien. Ils essayent de le coincer de toutes les manières, ça ne mènera à rien. Et de toute façon, ils sont terminés aux États-Unis. Les arrestations ont déjà lieu par centaines, etc. On a un État profond en France qui est lié à la CIA, l'État profond américain. Hein, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Ça a toujours été comme ça. L'Europe est liée à la CIA. L'Union européenne, c'est lié à la CIA. Elle est née de la CIA. Elle est née de l'État profond américain. Donc si l'État profond américain s'effondre, l'État profond français et européen va s'effondrer aussi. L'Union européenne va s'effondrer. C'est la force des choses. Vous savez, c'est le balancier. Quand on va trop loin dans le balancier, il commence à repartir puis à ce coup, ça s'accélère. Et je pense que le balancier des États-Unis les macronistes, francs-maçons, maçonnies, etc. de France et d'Europe vont se le prendre en pleine figure. Et de l'autre côté, il y a Poutine. Et Poutine, c'est pareil. Rien n'est prévu. Disons qu'ils avaient fait des plans. Moi, j'ai lu des plans qui avaient été faits dans les années 50 par le KGB. Donc, parce que quand même, tout ça, on va dire la politique soviétique, communiste, etc. En fait, c'est la même chose. La CIA, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même mode opératoire. Sauf que les gens l'appellent parfois... mais en fait, le communisme, c'est ça. C'est exactement... on est dans le plan qui avait été fait dans les années 50, que j'ai lu, qui avait été rapporté par un transfuge soviétique, et puis ensuite remis dans un bouquin que j'ai récupéré en Angleterre. On en est à l'étape... il y a 16 étapes de déstabilisation du monde occidental. On en est à l'étape 17. C'est-à-dire, on est juste avant le chaos total. Mais les étapes sont bien celles de on pourrit les religions, on fait de l'individualisme, la liberté sexuelle, l'éducation à la baisse. Ils ont fait ça étape par étape sur 50 ans. Mais la seule chose qu'ils n'avaient pas prévue, et ça c'est extraordinaire quand même, parce qu'ils avaient prévu, même dans les romans d'anticipation de 1984, etc., ils n'avaient pas prévu quelque chose, c'est Internet. Et alors ça a foutu leur plan par terre. Les réseaux sociaux, ça a fichu leur plan par terre.
Mais pour combien de temps? Parce qu'ils risquent de les contrôler. Ça peut pas. Je veux dire, un truc comme ça, parce qu'il y aura toujours. Le problème, c'est que vous pouvez contrôler un truc qui va passer, les hackers, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ça, ils l'ont pas. Ils ont des réseaux. Nous, on voit ce qu'on est en train de faire. On est déjà attaqué. Tout le monde est attaqué. Peut-être mais on n'est pas encore 100% censuré. On nous menace. C'est trop tard. C'est trop tard. Les réseaux sociaux, ils ont déjà montré les gilets jaunes, ils ont déjà montré les violences policières. Si on avait eu que BFM, on n'aurait rien vu de tout ça. Ouais. Les réseaux sociaux permettent Epstein et tout ça. BF merde. BF merde. Ah, bon, voilà. BF d'accord. Il me semblait que j'avais mal entendu. Ouais, effectivement, ouais. Et, l'affaire Epstein, tout ça, les réseaux sociaux ont fait amplifier la chose et ont permis de faire connaître. La seule chose qu'ils n'ont pas prévue dans le plan soviétique CIA, c'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet. Et ça, c'est magnifique, moi, je trouve. Ils ne pouvaient pas tout prévoir. Et jamais ils n'ont prévu, si vous voulez. Moi, je m'intéressais toujours aux romans d'anticipation, science-fiction. Ils n'ont jamais prévu le fait que les gens, ils pensaient qu'ils allaient se téléporter, ils pensaient qu'ils allaient faire ceci. Ils n'ont jamais prévu l'Internet. L'Internet, finalement, est à la fois une des pires choses et des meilleures choses qui nous soient arrivées. QAnon est né dans le dark web, c'est-à-dire dans la partie la plus profonde du web. Ce qui n'est pas référencé, ce qui n'a pas d'index. Voilà, donc, faut savoir s'il n'y avait pas eu l'Internet, il n'y aurait pas eu de QAnon. Oui. Donc, alors, et ça, c'est pas du tout une légende. Hein. Je suis désolée, il y a beaucoup de gens, même en France, qui disent que QAnon est une légende. Absolument pas. Peux-tu expliquer ce que c'est que QAnon pour ceux qui ne savent pas? QAnon, c'est c'est, on va dire, un informateur, un peu comme Gorge Profonde à l'époque du Watergate, mais on ne sait pas qui c'est. Ils sont certainement plusieurs. C'est donc un personnage, on va dire un informateur qui a compilé absolument toutes les preuves de tout ce qui s'est passé, de toutes les malversations de l'État profond américain, de la CIA, de la pédocriminalité, etc., et qui les fait remonter depuis à peu près un an et demi. Et il est en lien avec Trump. Et ça, on en a la preuve, puisque QAnon procède par messages dans le dark web qui sont après repris par tout son réseau, etc. Et il avait dit, un jour, Donald Trump dira dans son discours tel mot, telle expression très particulière, etc. Vous verrez si j'existe ou pas à ce moment-là. Donald Trump a dit le mot dans son discours. Donc ça veut dire que QAnon existe vraiment et qu'il y a bien effectivement une collusion pour le bien entre les deux. Donc QAnon, c'est quelque chose qui existe. Je ne sais pas si c'est une personne, mais en tout cas c'est des gens qui sont dans le système ou qui y étaient et qui balancent toutes les... Probablement des gens qui travaillaient pour le système puis qui se sont peut-être mis à réfléchir et se dire qu'ils n'allaient pas dans la bonne direction, ils ont pris... Comme il y a eu Snowden aussi. Est-ce que tu aurais imaginé il y a quelques années, toi tout seul, gendarme, ex-gendarme, voilà, de dire je vais dénoncer à la France entière, peut-être au monde entier, ce qui se passe et que ma petite voix, elle va être entendue par des dizaines, des centaines de milliers de personnes, voire plus. Ça fait quoi? Et c'est grâce à Internet. Et déjà, grâce à YouTube, hein, moi je peux pas dire les gens critiquent, moi j'ai jamais été censuré par YouTube. Et c'est vrai que déjà je m'en rends pas compte, pour moi il y a une distance, je mets une distance naturelle entre le personnage. Je joue pas un personnage, je suis moi-même sur la vidéo. Hein, mais... Donc typiquement là entre moi et Georgia qui est sur le YouTube, c'est. Mais c'est vrai que j'ai eu cette. J'ai fait une vidéo en anglais, donc c'était en février de l'année dernière, en gilet jaune, etc. J'ai décidé, parce que je voyais bien que ça passait pas le message, j'ai dit je vais faire en anglais, pour que le monde entier le sache, effectivement. Un anglais a découvert ma vidéo, m'a mise en contact avec UK Column, la chaîne anglaise indépendante. J'ai pu faire une vidéo sur ma compte, vous avez peut-être vu une vidéo en anglais où j'ai vraiment dit tout ce que je pouvais dire sur les violences policières. Comment? C'est noir et blanc, parce qu'il y a eu un problème technique, on a eu énormément de mal à sortir cette vidéo. Et en Angleterre, on m'a dit, quand on fait des choses bien comme ça, et qu'on dit la vérité, etc., on a tous les orages, toutes les tempêtes. C'est comme une espèce de bien contre le mal. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai eu des retours d'énormément de gens, et c'est très curieux parce que ça venait d'Amérique du Nord, Canada. Il y a des gilets jaunes. Moi, j'étais surpris dans mes statistiques, le nombre de personnes du Canada qui nous suivent. Mais oui, mais alors le Canada, effectivement, les États-Unis, l'Amérique centrale, etc., des gens d'Amérique du Sud, etc., qui m'écrivaient. Mais alors, aucun d'Europe.
Ouais, c'est étrange. Moi, j'ai même un japonais qui m'a contacté. Mais vous vous rendez compte quand même, ça veut dire qu'en fait, on nous censure en Europe. Ouais. Et que nos vidéos partent plutôt vers l'Amérique du Nord. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire quand même. Quoi. Oui. 0 pays d'Europe. 0. 0 message. Alors que j'en recevais je sais pas combien du côté Amérique du Nord, d'Angleterre, etc. Côté anglo-saxon. Alors là, il y a vraiment... Et là, il y avait vraiment une frontière. Et non, jamais j'aurais cru ça. De ton militantisme, d'avoir fait ces vidéos qui ont provoqué cette situation ubuesque, mais qui peuvent avoir des conséquences quand même graves. Est-ce que c'est lié à ça? Ils regardent tous mes vidéos. Hein, donc, oui. Oui, forcément. Hein, je pense que... Qui regarde les vidéos? Les policiers? Ah oui, je sais, oui. Je sais de sources sûres qu'ils regardent mes vidéos. Donc, se moquer ou... Non, par inquiétude. Par inquiétude. Parce que je les ai balancés quand même, donc ils ont toujours un petit peu peur quand même que je continue. Et pour moi, je balançais leur délit. C'est pas parce que monsieur le procureur de la République a illégalement classé sans suite ma plainte, quand même, c'est qu'après je peux me constituer partie civile. Donc leurs problèmes ne sont pas terminés, loin de là. Avec mon avocat, bien entendu, on va se constituer partie civile. Donc eux, à un moment donné, ils auront peut-être de la chance de tomber sur un juge d'instruction macroniste. Peut-être pas. Voilà, les choses évoluent. Surtout dans la Macron, c'est pas éternel. Voilà, c'est pas éternel. Ça peut long. Et puis il y a la Cour d'appel, il y a la Cour de cassation, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cette plainte-là, elle existe. C'est pas parce qu'il s'est assis dessus. Et encore une fois, il n'a pas le... Enfin, tout ça est complètement illégal. À partir du moment où il y a des preuves, on ne peut pas... Mais ça montera. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais s'ils sont déjà en arrêt maladie maintenant, imaginez quand ça sera à la Cour de cassation, à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Parce qu'on ne peut pas impunément envoyer la victime devant le tribunal correctionnel sans que derrière, nous, on prouve la vérité. Donc on la prouvera, la vérité. Donc effectivement, ils peuvent mal dormir, ça je peux les comprendre. Parce qu'avoir violenté, battu, mis en détention arbitraire, etc., et puis avoir laissé la personne se faire condamner devant le tribunal correctionnel, ou en tout cas y aller, faut vraiment pas avoir de conscience, et pas avoir de morale. Ça pèse sur la conscience quand même, je pense. Enfin, moi, je serais eux, moi, ça me pèserait sur la conscience. Ce qu'il faudrait, en fait, dans cette histoire de Cour pénale internationale, c'est qu'il y ait le déclenchement d'une enquête par le procureur. Là, par contre, médiatiquement, ça fait très mal. Ça permettrait de l'achever. Donc, bon, j'espère qu'il y a assez de victimes qui se sont déclarées. C'est toujours possible, d'ailleurs, de se déclarer comme victime auprès de Maître Salmeron pour que encore enrichir le dossier. Ce qui serait génial, c'est qu'il y ait une enquête du procureur. Bon, est-ce qu'on en est au nombre de dossiers suffisants? Je ne sais pas, mais ça peut arriver à tout moment. Même si ça arrive dans un an, ça l'achèvera. C'est parce que là, il est un peu trop fort. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est ce moment où il sera le plus faible. Oui. Donc il faut bien comprendre qu'une fois que c'est enregistré... L'initiative est bonne à partir du moment où... à un moment donné, ça éclatera tout ça. Ça permettra, si on l'encercle de toutes sortes de choses, ça ne peut que servir. Alors, justement, il y a une autre initiative qui a été lancée de faire un tribunal populaire. Donc, c'est des choses qui sont techniquement possibles, via le droit international. Et Eric Fiorillo, alors, il a ses fans, il a ses détracteurs, on ne veut pas rentrer là-dedans, a quand même organisé cet élément à Milan, qui a réuni, ça a vraiment eu lieu, on était parmi les personnes. Évidemment, les détracteurs diraient il aurait fallu qu'il y ait des milliers de personnes, mais déjà faire venir une très bonne centaine de personnes, c'était déjà c'est un succès. Alors moi j'avais échangé avec lui là-dessus, parce que en Angleterre, j'avais assisté à une forme de procès de ce type-là. Eux, ils appellent ça les common law courts. C'est ça. Voilà. Et ça a été mis en common law. Mais j'y assistais à cette... Et c'était d'ailleurs contre un juge français. Et effectivement, j'étais à l'audience en Angleterre, et le juge français a été condamné. Mais... Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'exécution. Voilà. C'est ce que j'ai dit à Eric Fiorillo. C'est-à-dire que l'initiative, elle est bonne,
Mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas une force publique qui est capable d'exécuter les décisions, c'est-à-dire d'arrêter les personnes condamnées ou autres et de les emprisonner, etc., c'est faire prendre des risques aux jurés pour rien. J'ai dit exactement la chose suivante, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des jurés, par exemple si ça se passe en France, ce soit des jurés allemands, si ça se passe en Italie, ce soit des jurés anglais, parce que comme ça ils n'ont pas les représailles. Vous voyez, on peut avoir une Europe de justice qui ne soit pas celle de l'Union européenne, et dans ces cas-là ils n'ont pas de représailles. Mais alors il y a le problème de l'anonymat effectivement des jurés, ou alors de le faire faire par un autre pays, parce que je vois pas pourquoi on est des peuples les uns les autres, je veux dire. Et ça permettrait de souder l'Europe d'une autre manière, mais le problème c'est l'exécution. Il en rit le juge en question, il s'appelle le juge Gadot, pour pas le nommer. Il en rit lui, je sais même pas s'il est au courant qu'il a été condamné par une common law court, mais personne viendra le chercher, je veux dire. Donc ça c'est quelque chose, c'est comme quand Macron dit venez me chercher, personne n'est venu le chercher. Mais on ne peut pas s'en approcher, il y en a qui ont tenté. Oui mais je veux dire... Il avait prévu son plan pour s'échapper par les égouts. Moi j'aurais... Alors c'est bien, mais du coup ça devient symbolique. Moi je trouve que c'est courageux, qu'il n'y a pas à être détracteur de cette initiative-là, simplement il manque la force publique, c'est tout. Moi je ne critique absolument pas le procès de Milan qui a eu lieu, qui a eu le mérite d'avoir lieu, mais il lui manque la branche, on va dire, force publique. Bon, derrière, je sais que ça aboutit à des écritures, de documents, de données, une méthodologie, d'après ce que j'ai compris, pour dire que ce n'était pas qu'un procès. Dans le même ordre d'esprit, il y a eu aussi la manifestation devant les Nations Unies, qui a été une belle réussite, mais qui a été totalement censurée. Enfin, médiatiquement, on n'a rien vu. Moi, j'ai su ça, mais après. Ouais. Et ça fait pas drôle de se dire, il y a eu une grosse manif. Oui, mais on ne savait pas. Et on savait pas. Moi, ça m'a mis dans un état bizarre, parce que du coup, c'est comme si on nous nous l'avait pas dit. Donc on aurait dit qu'il y avait la moitié de la France des Gilets jaunes qui était allée et pas l'autre moitié. C'était un petit peu bizarre, on n'a pas compris. Et d'ailleurs ça a créé des malentendus parce qu'on s'est demandé si les Gilets jaunes du Sud l'avaient dit aux autres, etc. Alors que voilà, mais non, il y a eu un problème de médiatisation. Mais c'était sur YouTube, mais après sur YouTube, ça a ses limites aussi avec les réseaux sociaux. Bien sûr, et on n'a pas... En tout cas, et tout le monde était au courant, évidemment. Ceux qui étaient le plus proches, s'y sont allés, c'est normal. C'était plus difficile de faire venir des gens de Bretagne. Oui, mais on ne savait même pas. Mais derrière, ce qui est criminel, au niveau journalistique, c'est qu'ils n'en ont pas parlé. Bah non. Mais il y a aussi un problème de communication, parce que s'ils ne le disent pas, par exemple, aux youtubeurs dont je suis ou d'autres, on aurait pu relayer cette action avant qu'elle se produise et après. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi en France un gros problème de communication entre on va dire, les activistes, les youtubeurs, les gilets jaunes, etc. Une sorte de corporatisme maintenant. Voilà, il y a une espèce de... Alors, il y a beaucoup... Moi, je vois sur mon procès, il y a des groupes de gilets jaunes qui me soutiennent, et d'autres... Alors ça, moi, je comprends pas du tout. Parce que c'est pas moi qu'on soutient, c'est la cause des violences policières. Mais les gilets jaunes d'ici, ils ont dit non. Alors, parce qu'on comprend pas. Je sais pas, c'est très facile à comprendre. Mais c'est les violences policières qui sont en cause. Moi, dans ce truc-là, je suis là par hasard, entre guillemets. Pas tout à fait par hasard, parce que je suis youtubeuse. Les youtubeurs, il y en a plein, mais toi, ta particularité, c'est que tu t'exprimes directement, cash. Tu parles directement à ton smartphone, je crois. Ouais. Et je suivais un humoriste qui s'appelle Laurent Fabvé, marseillais, et lui fait des vidéos dans sa voiture, mais pareil avec son portable. Et des vidéos sur un ton humoristique, mais très engagé, un peu à la Coluche quand même. Et moi j'ai toujours comparé un peu à la Coluche. Et quand je l'ai vu faire et aborder des sujets, mais quand même assez costauds, comme l'attentat de Nice, et ce que je veux dire, côté un petit peu, pas tout à fait la vérité, quoi, vous voyez ce que je veux dire, rentrer carrément dans je me suis dit, et puis un jour je me dis, mais il y arrive, quoi. Et je le connaissais, j'allais le voir en spectacle, on discutait, je me dis, mais il est comme moi, donc moi je peux le... Et un jour j'ai pris mon portable, mais d'un coup j'ai tout sorti sur mon patron, d'un seul coup.
Ça, Et la vidéo a fait beaucoup de vues. C'était la première vidéo. Ouais, et la vidéo a fait, pour moi, ce qui était déjà beaucoup de vues, 4000, 5000 vues. À l'époque, pour une première fois, c'était... Et puis à partir de là, ça a libéré quelque chose. Et puis, une fois que j'ai plus envie de parler de mon patron, j'ai tourné les choses vers d'autres sujets. Ils sont arrivés les gilets jaunes. Depuis petite, je voulais être journaliste. J'ai toujours voulu être journaliste. En fait, c'était enfoui en moi. D'accord. Et à ce moment-là, c'est ressorti. C'est-à-dire l'envie de faire de l'info, d'informer les gens, mais surtout dans la pédagogie. C'est-à-dire mon but, c'était vraiment que la personne, par exemple, qui a des difficultés, qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas toutes les données, etc., puisse comprendre ce que je dis, y compris si c'est juridique, y compris si c'est compliqué. Le maître, et les plus beaux compliments que j'ai jamais eus, c'est les gens qui me disaient « Ah ben voilà, j'avais jamais compris ça, et grâce à vous, je l'ai compris. » Je suis à 22 000 abonnés, c'est plus ça, la chaîne. Maintenant, c'est vraiment une chaîne plutôt d'information générale, de décryptage, sur tous les sujets. J'ai perdu un peu, je pense, le truc du début, qui était vraiment la pédagogie. L'intérêt de ma chaîne, c'est que justement, je suis spontanée, et justement, je fais pas d'enregistrement. J'y vais direct. Donc ça peut comporter des risques, parce que quelquefois, on parle tellement... Mais c'est pas du direct. Qu'on peut regretter, en disant « mince, j'ai tout lâché, il n'y a jamais d'édition. » Je n'étais pas en direct. Je suis pas en direct. Donc bon, c'est pas en direct, mais est-ce que c'est retouché? Est-ce qu'il y a une relecture? Ah non. Alors, sauf si vraiment, si vraiment je regrette, j'attends un petit peu avant de mettre en ligne. Si vraiment je sens que c'est pas le moment, ça m'est arrivé de ne pas la sortir par exemple. Mais globalement, non, je la mets en ligne quasiment juste après, quoi. Et ça dure toujours le même temps en fait. Ça s'est raccourci. On m'a fait des critiques sur le fait que je parlais trop, donc j'essaie de les faire de moins de 10 minutes. Plus courte, j'essaie de tenir compte de ce que disent les gens, mais bon, je vais voir des commentaires, mais c'est quand même très très dur d'aller voir les commentaires, parce qu'il y a trop de trolls, etc. Donc, je laisse par contre, ce que je fais, c'est que je laisse mon mail, on va dire professionnel public, quoi. Je peux le dire, là, c'est georgia.pouliquin@gmail.com. Comme ça me rend accessible, et les gens qui sont vraiment intéressés m'écrivent. Ça me permet de faire le tri, et je ne peux pas lire tous les commentaires parce qu'il y en a trop, et puis parfois c'est pénible. Il n'y a que des trolls des fois. En ce moment, il y a beaucoup de trolls. Ouais. C'est marrant, il y a un procès avec des policiers, il y a beaucoup de trolls. Et puis il y a un procès qui va arriver qui touche la pédocriminalité avec Stan Mayo. Ah oui. Alors là, il y en a des trolls qui s'appellent le vrai Stan Mayo, machin. Mais oui, mais voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire un travail d'information là aussi. Mais sur Stan Mayo, comme sur d'autres cas, les Stan Mayo, il a droit à la même. Les gens ont droit d'être informés sur ce procès, sur ce qui se passe, sur pourquoi il en est là. Avec Serge Petit de Oui, ça a tellement peu d'importance. Mais ce qui était dit, était dit, en tout cas à l'époque. Comme je dis, de toute façon, on a tous le même ennemi, on sait qui c'est, et il ne faut surtout pas s'égarer dans des petites querelles comme ça. Moi, c'est ce que je dis. Donc, on pense à toi, on pense à Verdi aussi, qui a aussi son verbe, qui est journaliste, qui par moments il s'énerve et qui fait les trucs. Oui, d'ailleurs, je me demande comment lui il passe pas devant le tribunal correctionnel. Comment tu fais, Verdi? Je plaisante. Voilà, et comment M. Macron, avec sa petite chaîne. Comment tu l'appelles déjà? Déviant. Le pervers déviant, je ne sais plus quoi. J'adore Verdi. Ouais. Il m'écrit plus, Verdi. Je lui ai écrit, Verdi, réponds-moi, s'il te plaît. C'est une idole, Verdi. Donc lui, il reprend à chaque fois qu'il y a quelque chose de l'actualité, il s'exprime. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis il a un petit ton gaulliste, à la De Gaulle, quoi. J'aime bien ça, moi. Et moi, j'aime bien les gens qui ont de la gueule. Excusez-moi de parler comme ça, mais voilà.